L'OPEP et la Russie, donc, ce week-end, ont réussi à s'entendre pour prolonger d'un mois la baisse de production. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Peu à peu, le pétrole retrouve des couleurs. D'ailleurs, ça a marché, leur première coupe, là, quand ils ont réduit l'offre. C'était quoi, début mai? Ça nous ramène Même un petit peu avant. Un petit peu avant. Oui, oui. Mais ça a marché, parce qu'au final, on était à 15 $ le baril sur le Brent, on est à 42 aujourd'hui. Et de nouveau, donc, cette coupe de 9 700 000 barils jour, même si en réalité c'est un petit peu moins, parce qu'il y a toujours un décalage entre l'affichage de l'OPEP plus la Russie et la réalité de la fermeture des vannes de pétrole. C'était nécessaire en tout cas de prolonger d'un mois cette coupe dans la production? Probablement. Alors je ne sais pas si on n'a pas déjà compris que ces coupes vont être prolongées bien au-delà du mois de juillet. Je crois que c'est ce que le marché, dès le départ, a intégré. Pas de réunion avant décembre, quand voilà. même. Quand il y a eu la réunion de Vienne là, par téléconférence, ouais. Tout le monde avait compris qu'on se fixait juillet, mais bon, que le truc était reconductible. Alors, après juillet, on tombe à 7,7 millions de barils. Mais bon, tout ça est tout à fait théorique. Donc les pays producteurs ont évidemment intérêt à ce que le cours du baril soit le plus élevé possible. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est l'Arabie Saoudite qui a été celle qui a littéralement effondré les prix en février et mars. Aussi parce que la Russie ne voulait pas non plus conjointement baisser sa production. Oui, mais bon, l'Arabie Saoudite négociait des deals, je veux dire, pas privés, mais l'esprit est le même, c'est-à-dire qu'avec certains pays, l'Arabie Saoudite négociait une livraison de barils à 11-12 $ quand le prix spot Rotterdam était encore à 20 et quelques. C'est-à-dire qu'il y avait le cours officiel et vous aviez l'Arabie Saoudite qui négociait en sous-main. Je ne pense pas que la Russie ait fait la même chose. Ouais. Voilà. En tout cas pour vous, aujourd'hui le Brent, un peu en dessous des 43 $. Oui. Mais pour vous, votre idée, votre point de vue, c'est qu'il n'y a pas de raison objective, logique, rationnelle pour que le cours du pétrole aille tellement plus haut. Et en même temps, l'offre mondiale a diminué massivement. Même aux États-Unis, on pourrait voir qu'ils pompent moins, mais pour des raisons différentes. Il y a la demande qui repart à la hausse quand même en termes, puisque les mesures de confinement sont allégées un peu partout. Donc, pour vous, il n'y a pas de raison que ça aille plus haut. On va effectivement traiter ça, on va dire, sujet par sujet. Alors, on va commencer par la réduction. On va finir sur la réduction des productions. Donc on a évoqué l'Arabie, la Russie qui avait laissé planer un doute, qui s'associe au moins jusqu'en juillet, après on ne sait pas. Hein. Vous avez les Américains qui ont réduit la production de 13,2, 13,3 millions de barils jour à 11 aujourd'hui. Ah bah c'est pas rien, 2 millions de barils jour en moins. Ça fait même 2,5 millions de barils en moins, probablement, ou quelque chose qui n'est pas très très loin. Mais de combien la consommation a baissé aux États-Unis? De beaucoup plus. Ouais, ça va remonter là. 2 millions on voit bien barils. Les chiffres de l'emploi, ça y est, 2,5 millions d'emplois ont été créés. Le pays va se réouvrir progressivement. Récupérer, enfin, c'est-à-dire des gens qui ont été licenciés. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Hein, vous êtes licencié, mais vous êtes prioritaire lorsque l'entreprise réembauche. C'est quelque chose, c'est pas le même fonctionnement que chez nous, mais enfin, disons que c'est quelque chose d'assez classique. Et c'est normal qu'avec la fin du déconfinement, on ait des réembauches dans des tas de secteurs, notamment les plus créateurs d'emplois, distribution, hôtellerie-restauration, etc. Par contre, le phénomène nouveau aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont repris le travail de chez eux. Et ce sont des gens qui ne se déplacent plus en voiture. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dans la Silicon Valley, par exemple, les grands bouchons de 7h à 10h du matin et de 16h à 20h ont pratiquement disparu. Beaucoup de gens font du télétravail. Donc aux États-Unis, même s'il y a reprise, on roule moins. Même dans un monde idéal où on aurait une reprise à 100%, alors qu'on estime généralement, en étant très optimiste, que si on revient à 75% de l'activité d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'été, on sera pas mal. Pour l'automne, on ne sait pas. Personne n'arrive à se projeter vraiment au niveau de l'automne. Donc si on est à 75% à l'automne, on sera bien.
Mais vous avez énormément de gens qui travailleront de chez eux. Et d'ailleurs, la plupart des grandes firmes de la Silicon Valley recommandent à leurs salariés de travailler de chez eux jusqu'à probablement fin septembre, voire fin octobre. Mais au-delà de la Silicon Valley, vous avez Goldman Sachs qui annonce que, à part 5 ou 6% de personnes qui doivent faire fonctionner les ordinateurs, la maintenance, etc., tout le monde travaille de chez soi. Ce sont énormément de gens qui se déplacent en moins. Ce sont des milliards sur la demande. Ce sont des milliards de kilomètres en moins chaque mois. La demande de pétrole américaine. Comment ? La demande de pétrole américaine, la consommation, puisque la consommation de pétrole américaine, on a des chiffres déjà pour voir si ce que vous nous dites là se traduit au-delà de Goldman Sachs, des géants de la tech dans la Silicon Valley ou La consommation d'essence, elle est un petit peu repartie, mais c'est difficile de savoir si c'est du restockage quelque part, puisque les raffineries tournent à plein régime. Donc on a restocké de l'essence. Alors est-ce que c'est en prévision effectivement d'une vraie demande, ou c'est simplement parce que chaque année il y a une saisonnalité ? Et on produit plus d'essence, évidemment, avec le début de la driving season, c'est en ce moment même, c'est-à-dire que les Américains commencent à se déplacer à travers le pays, les congés, etc. Donc il y a du restockage d'essence, ça ne veut pas dire forcément qu'elle sera consommée. Et on a le même phénomène en Chine, je ne sais pas si on peut développer un petit peu ça. La Chine a battu le mois dernier son record de commandes de pétrole. On est arrivé à 11,5 millions de barils. En fait, c'est exactement ce que produit d'ailleurs l'Amérique. C'est aujourd'hui, la Chine consomme ou pourrait consommer tout ce que les producteurs américains sortent du sol. Et c'est une hausse pratiquement de 15% par rapport au mois d'avril. Et alors là, il faut revenir sur les titres de presse, etc. chinois, et vous avez des tas d'articles qui disent que le comité stratégique, les gens qui conseillent Xi Jinping, ont décidé une campagne massive d'achat de pétrole, évidemment, puisque l'Arabie Saoudite, comme je disais tout à l'heure, négociait des contrats à des prix extraordinaires. La Chine a sauté sur l'occasion, et elle avait des capacités de stockage, contrairement aux États-Unis, qui n'en ont plus. On a bien vu ce qui s'était passé avec le contrat mai. Donc la Chine avait des capacités de stockage et elle a profité de l'aubaine pour acheter massivement. Et les pétroliers sont en train d'arriver. Là, il leur faut un mois à peu près pour faire le tour de l'Inde, etc. et d'arriver en Chine. Donc les pétroliers sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver avec un pétrole qui a été acheté entre 12 et 20 $. La Chine a énormément acheté, mais là, quand vous regardez les gros titres, on vous dit aujourd'hui « Ah, la consommation repart en Chine, regardez, ils ont commandé énormément ». Je dirais que la Chine a annoncé officiellement qu'elle profitait de l'aubaine pour faire des stocks, pour stocker massivement. Alors par contre, en Chine, il n'y a pas le même phénomène qu'aux États-Unis. Les bouchons n'ont pas disparu autour de Pékin, de Shanghai, etc. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que toutes ces villes-là ont un réseau de transport en commun qui est assez dense. Les gens ne veulent plus prendre les transports en commun en Chine, donc ils prennent leur voiture. Aux États-Unis, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de transport en commun dans la Silicon Valley. New York, c'est un petit peu moins vrai. Boston, ça ne l'est pas. Et en Chine, les gens prenaient beaucoup les transports en commun. D'ailleurs, tout est fait pour dissuader un peu les gens de rouler et de polluer. Mais les gens, là, cette fois-ci, après le Covid, ils vont à leur travail en voiture. Ouais. Deuxième raison, l'économie chinoise est beaucoup moins tertiarisée que l'économie américaine. Toute la Silicon Valley aujourd'hui travaille de chez soi, enfin, tout ce que j'appellerais le travail numérisé, dématérialisé. En Chine, c'est encore un pays très manufacturier, donc les gens vont forcément à l'usine, à l'atelier, et il faut qu'ils se déplacent. Encore une fois, au risque de se déjuger, mais par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques mois ou quelques semaines, mais aujourd'hui, tout plaide pour que le pétrole reste au minimum, voire monte encore un petit peu. Après, il y a les arguments, on va voir, et on finira là-dessus. Les arguments, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent en circulation et que les capitaux doivent se placer, la haute monnaie doit se placer, mais il y a comme une demande mondiale de pétrole qui redémarre, même si on ne retrouve pas la consommation d'avant, il y a l'offre qui est réduite, même aux États-Unis. Tout plaide pour que ça aille plus haut quand même, non ? À court terme. C'est très très compliqué à évaluer. Alors je vous dirais qu'aujourd'hui, le phénomène fondamental, on va peut-être commencer par prioriser, c'est la haute monnaie. Donc là, vous avez un baril de WTI aux États-Unis qui va aller combler le gap des 42 parce que tout le monde voit ce gap. Graphiquement, tout pousse à ce que le pétrole est plus haut. C'est très très propre là pour l'instant ce qui se passe. On a une reprise en une espèce de W un peu décalé vers le haut. C'est une figure vraiment bullish et
tout le monde attend le comblement du gap des 42 sur le WTI et en Brent. 45, Ouais. 45-20 Sur le Brent. sur le Brent. Donc ça, on se dit, on va y aller. Ouais. Donc ça va être fait parce que y a tellement eu de hausse sur les actions, 10% la première semaine du mois de juin, ce qui est absolument exceptionnel, Avec phénoménal. 5% la semaine d'avant et 3% la semaine d'avant Voilà, encore. c'est phénoménal, jamais vu, une accélération comme ça n'a jamais existé, 8 gaps à la hausse sur le CAC, ça n'existe pas, ça n'a Jean-Pierre jamais Petit me existé. disait c'est le pendant, juste avant vous, des 38% perdus en un mois. Oui, enfin, 8 gaps à la hausse, ça n'a jamais existé. Voilà, il n'y a pas eu 8 gaps à la baisse dans la correction. Voilà, donc pour mettre les choses en perspective. Donc, il y a beaucoup d'argent qui se disent, là, on est peut-être allé peut-être un petit peu haut, un petit peu fort sur les actions, sur le Nasdaq. Il y a un actif qui, aujourd'hui, semble encore un petit peu en retard, qui n'a pas comblé ses gaps. C'est le pétrole. Moi, j'aurais fait, on va dire, un bon coup ces 15 derniers jours sur les actions. Je lèverai le pied sur les actions aujourd'hui sur le pétrole. et j'irai sur le pétrole. Parce que je dirais que derrière, il y a tout un discours, tout un narratif qui effectivement veut dire on déconfine, ça repart. Regardez la Chine qui commande à tir l'arigot. Il ne faut pas oublier que ce que la Chine a stocké, maintenant, elle va mettre vachement de temps à le consommer. Le pétrole est arrivé physiquement. Mais votre idée, c'est que même si, encore une fois, graphiquement, parce que l'argent coule à flot, les liquidités poussent le pétrole et qu'il y a une histoire à raconter derrière, fondamentalement, on finit là-dessus. Pour vous, la demande, la consommation mondiale de pétrole, on ne retrouvera jamais les niveaux d'avant-crise. C'est ça votre idée? Absolument. Qui met un plafond à, je ne sais pas, 45-50 $, je ne sais pas où. C'est ce que je disais à propos de la Silicon Valley. On ne roulera plus jamais. Enfin, la Silicon Valley, ce n'est pas le reste du monde non plus. Non, mais parce que c'est l'exemple le plus parlant. Voilà. Et parce que c'est le symbole de l'économie tertiarisée qui peut travailler à distance. Donc, jamais on ne retrouvera les niveaux de circulation aux États-Unis qu'on avait le 26 janvier. Je prends cette date-là parce que c'est la date où la Chine s'est confinée et c'est la date donc à partir de laquelle les Chinois ont cessé de circuler. Voilà. C'était le premier consommateur ou le deuxième consommateur de pétrole au monde. Enfin, la Chine est le premier aujourd'hui importateur. C'est le deuxième consommateur derrière les États-Unis. Donc, à partir du 26 janvier, les Chinois ne roulent plus. Donc, déjà, la demande de pétrole, elle a commencé à baisser. Et on ne va jamais retrouver les niveaux de demande de carburant qu'on a pu avoir au 26 janvier 2020. C'était le pic de consommation. Ensuite, il y a l'aérien qui consomme 8% du pétrole, qui est durablement affaibli, évidemment. et dont on pense que d'ici la fin de l'année, si on est à 65-70% du trafic qu'on avait justement au 26 janvier dernier, on sera pas mal. Donc, faites le calcul. Allez, même, prenons un chiffre qui facilite tout. 75% de retour à la normale du trafic. Autrement dit, 75% de 8 égale 6 millions de barils. Il y a 2 millions de barils qui ne seront plus consommés par l'aérien, au moins jusqu'en 2023. Voilà. Donc, il y a des tas de demandes structurelles qui ont disparu. Et vous rajoutez là-dessus des gouvernements qui font des plans de soutien à l'automobile électrique. Et en disant, allez, on va pousser vers l'électrique ou au moins l'hybride. Donc de toute façon, les voitures vont moins consommer d'essence, voire certaines ne consommeront pas d'essence du tout. Les gens vont moins rouler, les gens vont moins se déplacer pour des voyages d'affaires. Tout le monde a téléchargé l'application Zoom, Teams, OBS, etc. Tout le monde travaille à distance. Donc structurellement, la demande de pétrole va décroître. Dans l'industrie, puisque là on a une magnifique illustration d'une belle raffinerie, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les entreprises vont de plus en plus se raccorder à des champs d'éoliennes, à des champs de photovoltaïque. Moi, j'ai vu ça en Chine. C'est un océan de panneaux. C'est des kilomètres carrés. Nous, quand on installe 10 hectares de panneaux solaires, on dit c'est merveilleux. En Chine, vous installez 40 kilomètres carrés de panneaux solaires. C'est une petite unité. C'est la démesure évidemment du pays. Voilà. Donc pour vous, rationnellement, il n'y a pas de raison que le pétrole flambe beaucoup plus que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent. Alors, il peut flamber si d'un seul coup, les pays producteurs se disaient « Ah bah, faut qu'on continue de réduire la production ». Alors, heureusement, il y a l'Arabie qui le fait. Il y a des pays qui sont disciplinés, notamment le Nigeria, Irak, qui suivent vraiment, là on est à peu près certains, qu'ils ont vraiment refermé le robinet et qui s'y tiennent. Il y en a beaucoup dont on ne contrôle pas vraiment ce qu'ils font. Je ne vous parle même pas de la Libye. C'est un pays, on ne sait pas du tout ce qui peut être exporté, pas exporté, pour les conditions géopolitiques qu'on connaît. Donc, il faudrait que les pays poursuivent et prolongent ces réductions.
Or, ils sont contraints en interne par l'Arabie Saoudite. C'est la paix sociale, elle est achetée évidemment à coût de subventions. Et pour ça, il faut que le baril soit. Et il faudrait qu'il soit au moins à $50. Même, enfin, tout. Moi, je ne vais pas le faire parce que là, ça serait long, mais tout a été calculé pays par pays. Combien faut-il que le dollar soit vendu pour que le pétrole soit vendu, pour que le budget du pays soit équilibré. Ouais. Mais l'Arabie Saoudite va emprunter énormément cette année. Il y a des tas de pays qui vont devoir emprunter et qui sont dans une situation budgétaire terrible. Donc, parce que leur recette fiscale ne dépend effectivement du pétrole et que le reste est comblé sur le marché. Donc, je veux dire que ces pays-là ne peuvent pas non plus réduire la quantité vendue parce qu'ils ont besoin de dollars et que s'ils ne les ont pas, leur dette, elle sera en défaut tout simplement. On n'en est pas encore là. En tout cas, voilà, un pétrole à quasiment $43 au moment où on se parle sur le Brent. Voilà, donc on va vers 45 pour le WTI 42. Après, il faudra qu'on se pose la question fondamentalement, où est-ce que ça peut aller? On en reparlera d'ici là. En tout cas, point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.